Bonjour Laurent Berger, merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous ce matin, secrétaire général de la CFDT. On va évidemment parler du pouvoir d'achat longuement dans quelques instants, puisqu'il y a une réunion cet après-midi à Bercy et que pour vous, je crois savoir que c'est l'urgence absolue pour le gouvernement. Mais d'abord, un mot de la structure générale du gouvernement, puisqu'on le connaît depuis vendredi. Vous avez souvent rencontré Elisabeth Borne. Dans vos fonctions, revenons sur un sujet qui vous tient à cœur. Hier, dans le JDD, et d'abord sur TF1 vendredi soir, Elisabeth Borne, Première ministre, se dit profondément convaincue que les bonnes réformes se bâtissent sur le dialogue avec les acteurs et en proximité. Fin de citation. Ça vous rassure? En tout cas, j'ai envie de dire chiche. Allons-y. Faisons-le, mais faisons-le vraiment. Et je l'ai dit et redit, la concertation, la discussion, la négociation, c'est pas arriver avec un projet et ressortir avec le même 3 heures après. Donc il faut que ça puisse l'intervention des organisations syndicales, des organisations patronales, ça puisse infléchir les propositions faites par le gouvernement. Donc je trouve que dans le discours, il y a une vraie volonté de dialogue. Maintenant, c'est dans les actes qu'on attendra ce gouvernement et la Première ministre. Cela dit, elle ne lâche rien, la Première ministre, sur le principe de la réforme des retraites. Si on veut préserver notre système de répartition, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Est-ce que c'est possible de discuter sur cette base? En tout cas, ce qu'elle dit aussi, c'est que les 65 ans ne sont pas un totem. Et donc, elle commence à mettre un coin dans l'idée que partir sur un allongement, un report de l'âge de départ à la retraite, c'est une erreur et c'est une faute. Elle ne dit pas que c'est une faute, elle ne dit pas que c'est une erreur. Moi, je dis que c'est une erreur et une faute. Oui, parce qu'elle dit qu'il faudra travailler un peu plus longtemps. Oui, mais c'est prévu. Moi, j'ai envie de lui dire, quand j'ai lu l'interview, j'ai dit, bien sûr, c'est prévu. Mais ça s'appelle la réforme Touraine qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est prévu, c'est déjà le cas. Et l'âge départ moyen en retraite, c'est 63,4 mois. Donc, je pense que si sur cette réforme de retraite, j'ai été ultra clair depuis le début. Si l'approche, on arrive avec un projet et on veut aller à 65 ans ou à 64 ans, la réponse, c'est pour la CFDT, non. Non. Si c'est pour améliorer le système, parler de la pénibilité comme elle le fait hier dans le JDD, oui, parcours de pénibilité, parler d'usure professionnelle, parler de fin de carrière, parler de travail. Vous savez, les retraites, c'est quoi? C'est un sujet de travail. Ce n'est pas un sujet que retraite, c'est un sujet de travail. Il faut s'interroger pourquoi les gens ont envie de partir vite. Ils ont envie de partir vite parce qu'ils sont usés, parce qu'ils ne sont pas considérés, parce qu'on considère que lorsqu'on est un senior, on est trop coûteux et pas assez productif, etc., etc. Donc parlons travail, parlons aménagement des fins de carrière, parlons retraite progressive, prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, et puis retraite des femmes, etc., petite retraite. Tout ça, c'est des vrais sujets qu'il faut aborder le moment venu. Ce n'est pas l'urgence du moment, je le dis clairement, les retraites. Ce n'est pas l'urgence du moment. Mais le moment venu, on pourra discuter de ces sujets-là. Mais si le sujet, c'est faire travailler plus longtemps en ayant un report de l'âge légal à la retraite, niet. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que dans les premières déclarations d'Elisabeth Borne sur le sujet, qui va venir après les législatives, elle le dit, quand même, concertation après les législatives, c'est demain. Oui, c'est après les législatives, mais je vais vous dire très clair. Pour nous, il n'y a pas d'urgence sur les retraites. Mais si elle vous invite après les législatives, on ira discuter après les législatives, mais il n'y aura pas de discussion pendant l'été avec la CFDT. Je le dis clair et net. Ça veut dire quoi? Il y aura pas, ça veut dire qu'il n'y a pas à ce point une urgence qu'il faudrait une mesure au 1er septembre. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas... on discute après les législatives, et puis ensuite... Mais non, mais on discute après les législatives, et puis jusqu'au moment où il y a la trêve estivale. Et pendant la trêve estivale, on ne discute plus des retraites, parce que moi, je n'ai pas envie de donner le sentiment que ça se passerait au moment où les gens sont en vacances à faire autre chose. Donc, on discute après les législatives des sujets que la Première ministre mettra sur la table. Encore une fois, l'urgence, ce n'est pas les retraites. L'urgence, ce n'est pas les retraites. L'urgence sociale, ce n'est pas les retraites, c'est le pouvoir d'achat, l'emploi, l'évolution du travail et du rapport au travail. Mais on discutera des sujets qui seront mis sur la table. Mais avant ça, on veut une conférence sociale sur le pouvoir d'achat et on veut une conférence de méthode sur tous les sujets. C'est ça vos conditions? Mais je parle de mes propositions. Vos souhaits, votre volonté. Nos propositions, c'est agir vite sur les questions de pouvoir d'achat et de salaire et se mettre d'accord sur la méthode sur un certain nombre de sujets qui seraient sur la table. Moi, je parle du travail, je parle de la question de l'emploi et de la précarité, de la façon dont on fait face à la transition écologique en lien avec l'emploi. Tous ces sujets-là, il faut se dire comment ça sera traité en termes de méthode. Mais si elle vous dit on fait le pouvoir d'achat, on s'occupe de la transition énergétique, mais aussi on va parler des retraites en même temps. Mais on ira parler des retraites.
Mais ce n'est pas le sujet. La CFDT n'a jamais déserté. Ouais. On ira parler des retraites. On ira en parler des retraites jusqu'au moment où c'est la trêve estivale. Ensuite, on reprendra le sujet en septembre. En tout cas, vous dites, nous, en août, on n'est pas là pour parler de la retraite. Oui, mais c'est très clair. La CFDT, ce sera sans nous si... Oui, c'est pour une raison simple. Je vous le dis, l'urgence sociale, telle qu'on la ressent, telle qu'on la vit, dans tout ce qu'on ressent, ce qui nous remonte et ce qu'on va voir dans les entreprises, eh bien, c'est la question du salaire et du pouvoir d'achat. Ce n'est pas un mauvais signal que la ministre du Travail devienne Première ministre, c'est ce que vous avez dit lorsqu'elle a été nommée lundi dernier. Olivier Dussopt y veillait sur les comptes publics. Alors les comptes publics, c'est un sens, hein, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant d'économies que de dépenses, voire davantage, de veiller à l'équilibre des comptes. Bon, il devient ministre du Travail. C'est un bon ou un mauvais signal, ça? Vous savez, moi, en général, je n'ai pas parlé depuis la composition du gouvernement publiquement pour une raison simple, c'est que je n'aime pas commenter les castings. Parce qu'on ne choisit pas ses interlocuteurs. Le principe d'un syndicaliste, il ne choisit pas son patron. Oui, on le connaît. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter, on peut dialoguer. Là aussi, on verra sur pièce, on jugera sur pièce. Et après, le passé, c'est aussi un ministre qui parfois s'est exprimé, y compris sur l'allongement de l'âge de départ à la retraite en 2010, lorsqu'il était député. Donc c'est quelqu'un aussi qui a une approche, qui peut avoir une approche qui lui est propre. On verra. Franchement, on verra. Vous lui demandez quoi ? On lui demande d'abord, dès qu'il va être installé, de se voir rapidement, de nous recevoir les uns et les autres, et puis d'écouter. Moi, je crois que le sujet, c'est salaire, pouvoir d'achat. Le sujet, c'est évolution du travail, c'est lutte contre la précarité, emploi des personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi, et aujourd'hui, il y a 5,5 millions de chômeurs encore. Donc, il y a de quoi faire. Et puis évidemment, comment on réforme le dialogue social. Moi, je vais lui apporter une proposition très concrète. Comment on revoit les ordonnances de 2017 sur le dialogue social, parce qu'elles ont amoindri le dialogue social dans les entreprises. Donc, on a un dossier très prêt pour monsieur le ministre du Travail, mais également pour madame la Première ministre. On va leur apporter nos propositions. Notre rôle, c'est celui-là aujourd'hui. C'est important. Vous allez demander à Olivier Dussopt de réviser un peu la façon dont le dialogue social s'est organisé depuis 2017. Bien sûr, les ordonnances de 2017, les ordonnances, bien sûr, mais vous savez, on a des gens qui nous disent être très pragmatiques, et c'est pragmatisme, pourquoi pas, mais le pragmatisme, c'est de regarder que ces ordonnances sur le dialogue social, elles ont amoindri le dialogue social dans les entreprises, ce qui a créé davantage de difficultés. Mais il faut les abroger, il faut faire quoi ? Non, il faut les faire évoluer, il faut davantage mettre des représentants de proximité sur les lieux de travail qui ont été supprimés avec la suppression des délégués personnels. Il faut des moyens supplémentaires pour les représentants du personnel. Il faut remettre des conditions de santé, sécurité, conditions de travail dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille des entreprises. Voilà, on a 10 propositions comme ça sur l'évolution de ces ordonnances. Ce n'est pas leur abrogation, c'est l'évolution pour qu'il y ait un meilleur dialogue social qui s'opère. Voilà un sujet qu'on va aborder avec lui dès le premier rendez-vous. Et les questions. Il n'est pas fixé encore. Non, il n'est pas fixé, il n'est pas installé, je crois, encore. Vous ne l'avez pas eu au téléphone. Alors, la passation de pouvoir, vous avez raison de le dire, c'est à 9h ce matin. Voilà. Donc, très logiquement, vous avez peut-être parlé, mais pas officiellement encore. Il n'est pas en fonction. Vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, les syndicats, we are back, quoi. Ce que vous voulez leur dire, c'est on doit être de retour. Les syndicats, ils n'ont pas cessé d'être là. Et l'avantage de Mme Borne, c'est qu'elle le sait très bien. Pendant cette crise sanitaire, elle est devenue ministre du Travail en pleine crise sanitaire, la CFDT a été ultra présente pour dire comment on voyait les choses sur les questions sanitaires, sur les questions d'emploi, sur les questions de chômage partiel, d'évolution du travail. Donc, c'est pas qu'on est de retour, c'est simplement qu'on est là. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a à faire, la situation économique, la situation sociale, la situation, l'ambiance de la société fait que on ne fera pas sans un dialogue approfondi, et notamment avec les organisations syndicales. Vous aimeriez que, de ce point de vue-là, le second mandat d'Emmanuel Macron ne soit pas tout à fait le même? Oui, très clairement. Je lui ai dit dans une tribune, une lettre ouverte, très très clairement, le lendemain de son élection. Il faut faire autrement, et autrement, c'est faire davantage dans le dialogue, et un dialogue réel et loyal. Avant de parler de vos propositions sur le pouvoir d'achat, encore un mot quand même du casting, parce que le symbole est très important. Il y a un choix présidentiel qui a hérissé toute une partie de la droite, Laurent Berger. C'est celle de l'éducation nationale, du choix de Pape Ndiaye, qui est un intellectuel, un penseur de la condition noire. Il incarne la méritocratie républicaine, a encore insisté Elisabeth Borne. C'est un choix surprise. Est-ce que c'est un bon choix ? Sur la personnalité de M. Ndiaye, c'est un excellent choix. C'est un homme éminemment respectable. Moi, je suis dégoûté, ulcéré de tout ce qu'on a entendu ce week-end, de racistes, de gens qui n'arrivent pas à la cheville de M. Ndiaye en termes de capacité de penser, de dialoguer, de prendre le réel pour essayer de l'expliquer, etc. Donc oui, c'est un homme
extraordinaire en termes de pensée, c'est un intellectuel extraordinaire. Est-ce que ce sera un bon ministre? C'est autre chose. Ça aussi, on verra à l'usage. Mais ce qui s'est passé ce week-end de la part de la droite, de l'extrême droite, est un pur scandale. Et c'est insupportable. Je le dis clairement, c'est insupportable. Et donc oui, je crois que c'est un bon choix. Encore une fois, c'est l'exercice du pouvoir qui est de la responsabilité où on mesure les choses. Mais en tout cas, sur la hauteur de vue, sur sa vision, sur ce qu'est sa force intellectuelle, évidemment que c'est un très bon choix. C'est vrai qu'il a provoqué la fureur, mais immédiate, notamment de Marine Le Pen, qui a crié à l'indigénisme au cœur du pouvoir. Vous y voyez quoi, dans le fond, comme critique fondamentale? On y voit d'une extrême droite qui n'a pas changé, je le dis depuis toujours. Je le dis, on a pris nos responsabilités à la CFDT dans le risque de voir Mme Le Pen arriver au pouvoir. Je crois que la réaction est l'illustration que ces gens-là ne supportent pas. D'abord, peut-être que ce soit un homme noir qui soit nommé ministre de l'Éducation nationale. Peut-être du racisme caractérisé. Mais oui, mais des réactions ce week-end, c'est du racisme caractérisé, c'est de la connerie humaine, excusez-moi de le dire comme ça. Et donc, voilà, moi je lui souhaite bon courage, je lui souhaite de réussir et je lui redis mon respect. Jean-Michel Blanquer défendait une laïcité pure et dure, si je puis dire, celle du collectif du printemps républicain, et débusquait la moindre complaisance à l'égard de l'islamisme. Lui incarne un discours plus consensuel, plus ouvert en tout cas, sans défendre le wokisme. Il n'épouse pas toutes les craintes de ses adversaires. C'est un peu votre ligne aussi? Mais, moi, ma ligne, c'est que je ne crois pas qu'il faut insister sur l'ultra-singularité de chacun en termes d'identité, mais je ne crois pas que la lutte contre... On a essayé de lutter contre les discriminations depuis des décennies et des décennies, les uns et les autres, en tant que militants, en tant que politiques pour certains, etc. Ça n'a quand même pas produit tout le temps les résultats. On le voit aujourd'hui, malheureusement, escomptés. Donc je crois qu'il faut réinventer la lutte contre les discriminations. Et donc, pour l'instant, il ne s'est pas exprimé sur le sujet, donc, en tant que ministre. Mais oui, la ligne d'une laïcité ouverte, mais d'une prise en compte de ce que sont les discriminations aujourd'hui, ce qui est, je crois, une bonne ligne. Mais maintenant, c'est difficile à mettre en place. Un mot encore, parce que c'est une question de principe. Il y a un malaise déjà au sein du gouvernement, après la révélation par Mediapart de 2 accusations de viol contre Damien Abad. Accusation ancienne, l'une classée sans suite, accusation vivement démentie par le nouveau ministre des Solidarités et du Handicap. Grande prudence sur le fond, on ne peut pas dire grand-chose, mais quelle ligne est-elle nécessaire dans ce cas? Comment arbitrer entre l'indispensable écoute de la parole des femmes et l'indispensable respect de la présomption d'innocence? Ouais, c'est très compliqué. Si vous le placez en principe théorique et philosophique comme vous le faites, c'est très compliqué. D'ailleurs, la preuve, on n'y arrive pas tellement. Je crois qu'il faut essayer d'abord écouter, évidemment, la parole des femmes victimes, et puis, je crois, être sans ambiguïté sur les sanctions si les faits sont avérés, mais il faut essayer de les préciser. Il faut essayer de savoir si c'est avéré ou pas. Si c'est avéré, il n'y a aucune ambiguïté à avoir. C'est dehors. Peut-il siéger au gouvernement, certains ? C'est au gouvernement de le décider. Moi, je crois que ça devient compliqué, mais c'est au gouvernement de... Bien sûr, je pense que ça devient compliqué, mais c'est au gouvernement de décider. Mais moi, je suis pas le tribunal populaire. Je hais cette approche-là où ce seraient des gens qui succéderaient sur un plateau et qui diraient ce qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés. Mais c'est vrai que de toute façon, ça met en situation difficile. Donc, c'est compliqué aussi. Là, c'est au gouvernement de décider. Et à lui, éventuellement. Et à lui, mais les faits dénoncés sont d'une extrême gravité. Est-ce qu'ils sont avérés ou pas? Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas plus que ça. Et ce que je sais, c'est que si c'était le cas, c'est sans ambiguïté en termes de décision. Il y en a qui disent, du gouvernement. Et pour le reste, ça met une situation difficile, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Oui, parce que pour finir, il y a un principe de précaution, par exemple, dit Sandrine Rousseau, qu'il démissionne, puis après, on verra ce que la justice décide. Oui, mais là vous savez, là, chacun va aller de sa petite proposition. Moi, je suis ni procureur, ni juge, ni connaisseur de l'affaire, ni proche de tel ou tel. Ce qui est sûr, c'est que si les faits sont avérés, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Pour le reste, je n'en sais rien, en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué en début d'avoir ce type d'accusation et de rester. Mais c'est à eux de décider. Premier chantier pouvoir d'achat, réunion cet après-midi sous la houlette de Bruno Le Maire à Bercy. Vous poussez une idée on va d'abord sur ce thème-là, qui ne séduit pas Elisabeth Borne.
bloquer les loyers. Elle dit dans le JDD, je me méfie, elle l'a dit sur TF1 aussi, je me méfie des fausses bonnes idées, bloquer les loyers. C'est peut-être priver des retraités qui ont des revenus par des petites maisons ou des petits appartements qu'ils louent. Ce serait évidemment contre-productif. Est-ce que c'est recevable comme argument ? Oui, c'est recevable. C'est recevable de la même manière que est recevable ce que nous disent les acteurs du logement social en disant attendez, attention de ne pas mettre dans la difficulté les acteurs du logement social. Je pense notamment aux foyers de jeunes travailleurs, etc. Si on faisait ça, on les mettrait en difficulté. Ils ont déjà été pas mal ponctionnés. Dans ce cas, il faut à minima aller vers un encadrement des loyers beaucoup plus fort. Et deuxièmement, avec une aide au loyer pour tous ceux qui sont impactés par une augmentation. C'est-à-dire que si on ne va pas sur un blocage des loyers, je peux l'entendre intellectuellement et pratiquement, y compris parce que des acteurs du logement social nous ont dit attention, c'est un peu compliqué. Eh bien, dans ce cas, encadrons-les beaucoup plus fortement et surtout, mettons des aides au logement beaucoup plus importantes pour les ménages les plus modestes. Ce qui va être posé en termes de pouvoir d'achat, c'est d'être le plus ciblé possible pour aider ceux qui ont le plus besoin. Tout le monde est impacté par l'inflation, mais enfin, ça n'a pas exactement la même impact selon que vous soyez à un salaire en dessous du salaire médian ou au-dessus du salaire médian, par exemple. Eh bien, dans ces cas-là, essayons de cibler les aides au logement, les aides à l'alimentation, les aides au déplacement, à la mobilité, en fonction des revenus des uns et des autres. Les aides à l'alimentation, donc le chèque alimentation, il sera ciblé, il ne sera pas distribué à tous les Français. Est-ce qu'il faut aussi le cibler en fonction des produits qu'on pourra acheter avec ce chèque ? Ça, c'est l'éternel. Vous savez, ça fait penser à l'allocation de rentrée scolaire, quoi, à croire que les Français seraient, les personnes en situation plus difficile seraient des profiteurs. Il faut que ce soit un chèque alimentation pour se nourrir. Voilà. 50, 60 euros par foyer, par personne, vous avez oui, une idée, il faut vraiment aider. En fait, tout ce qui nous remonte, c'est toutes les personnes qui sont plutôt dans les situations d'emploi peu rémunérés, qui sont au RSA, qui sont en situation difficile. Tout cela, c'est des travailleurs modestes. Tout cela, il faut une aide parce que là, ils ressentent très très fortement l'inflation. Vous le sentez sur le terrain quand vous allez... mais c'est énorme. Mais je vous assure, c'est énorme. Vous êtes dans certains secteurs professionnels. J'étais avec des travailleurs de la restauration collective il n'y a pas longtemps. Je suis allé dans les Hauts-de-France rencontrer des militants de différents secteurs. Cette question-là du salaire et du pouvoir d'achat, parce que rappelons-nous qu'il n'y a pas que la question des aides. Il y a la question de ce qu'on touche. Et d'ailleurs, M. Le Maire, il réunit cet après-midi les organisations patronales. Je l'invite à réunir très très vite les organisations syndicales. Parce que vous n'êtes pas invité, la question des salaires, ça ne concerne pas que les patrons. Vous n'y êtes pas cet après-midi ? Non, on n'y est pas, on n'est pas invité. Ça ne concerne pas que les patrons et ce qui concèdent à nous verser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est nous, on veut une vraie discussion, on veut une vraie conférence sociale sur la question du pouvoir d'achat et des salaires. Pourquoi vous appelez ? Je ne sais pas, mais en tout cas... on ne sera pas sous la gouttière de décisions qui seraient prises entre le ministre de l'économie et les organisations patronales. Nous, on veut discuter des questions des salaires. Et on ne veut pas juste... C'est important là, de vous passer un coup de fil et que vous soyez... En tout cas, il est grand temps que les organisations syndicales soient aussi invitées à donner leurs propositions sur l'augmentation des salaires. Parce que cet après-midi, moi, je voudrais bien que M. Le Maire interpelle les organisations patronales sur les bas de grille des conventions collectives de branches qui sont toutes, presque toutes, SMIC, en tout cas, en dessous du SMIC. Et donc, c'est des questions comme ça qu'il faut aborder. Alors, la question de la valeur ajoutée, le partage de la valeur ajoutée, des écarts de rémunération dans les entreprises, par exemple. Alors, je vous cite quand même, par exemple, le président du syndicat des entreprises de commerçants et artisans, qui est interviewé ce matin dans Le Parisien. Il dit qu'il va falloir rediscuter des salaires, c'est certain, car il y a un problème national de pouvoir d'achat. Les patrons qui bénéficient d'assez de marge seront en mesure de le faire, mais il ne faut pas non plus mettre les entreprises sur la paille. C'est ça le sujet. Eh ben, le sujet, c'est il a pas tort. Les entreprises qui aujourd'hui ont versé ont beaucoup de marge, beaucoup de profits, qui ont versé beaucoup de dividendes en 2021, un record. Eh bien, celles-là, il faut qu'elles partagent la richesse avec leurs salariés. Et donc, nous, on dit, elles ne le font pas. Nous, on dit pas de dividendes si à côté, il n'y a pas un accord de participation et d'intéressement qui fait qu'il y a un reversement aux salariés aussi. Elles ne le font pas toutes. De l'autre côté, il y a ces entreprises qui sont souvent soumises à des marchés qui sont serrés, je pense à la sécurité, à la propreté par exemple. Eh bien là, il faut que, y compris du côté du gouvernement, on se dise maintenant, la façon de passer les marchés, ce n'est pas le low cost permanent.
On essaye de faire des marchés où on tient compte des conditions sociales. Et parce que moi, j'entends ce qu'il dit. Il y a des entreprises qui ont plus de mal. D'abord, ça peut se faire par d'autres biais que simplement que l'augmentation des salaires. Ça peut se faire avec des primes, on le sait, à certains moments, temporaires. Mais surtout, il faut une augmentation des salaires pour pas que les gens restent coincés au SMIC ou au niveau du SMIC. Donc, il faut des négociations de branches qui... Oui, il faut de la contrainte sur les branches. Des minima de salaire. Le ministre de l'économie serait bien inspiré de dire vous aurez 3 mois pour négocier dans les branches le fait de vous recaler sur le SMIC, avec le minimum de branches qui soit le SMIC. Sinon, vous savez, on verse l'État, la puissance publique verse des aides aux entreprises. Eh bien, elle les conditionne. Jusqu'à 1,6 fois, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, vous avez un allègement de cotisation extrêmement important lorsque vous êtes un employeur. Oui. Et ben, ça procure qu'il y a un tassement sur les bas salaires. Et donc, oui, il faut jouer sur ce levier-là. C'est explosif ce qui se passe sur le pouvoir d'achat aujourd'hui. Il faut trouver les solutions. Je consens que ce ne soit pas simple, que ce ne soit pas facile dans chaque entreprise. Vous voyez, je fais encore œuvre de responsabilité. Mais le côté on ne va rien pouvoir bouger, etc., ce n'est pas possible. Socialement, ça ne tient pas. Les gens, aujourd'hui, sont en train de s'appauvrir du fait de l'inflation, malheureusement. Donc ce serait un mauvais signal de début de quinquennat si Bruno Le Maire ne fait pas suffisamment pression sur les entreprises pour qu'elles aussi soient plus volontaristes. En tout cas, je le dis, j'ai découvert cette réunion, comme tout le monde, dans la presse. Je peux consentir sans problème à ce que le ministre fait ce qu'il veut et il rencontre les organisations patronales. Mais pour discuter des salaires, ça ne se passe pas sans ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent, ce sont les organisations syndicales qui les représentent. C'est très clair. Encore 2 questions rapides. Laurent Berger, il y a un duo maintenant qui est chargé de la transition énergétique, Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher. Juste sur une mesure, la location de voitures électriques à moins de 100 € par mois, c'est une bonne idée ou pas ? Il y a un système de leasing facilité. Oui, ça peut être une bonne idée, mais vous savez, je crois qu'il va falloir, sur cette question de la transition écologique, qu'on soit très clair sur le cap et sur l'accompagnement, et donc sur les mesures d'investissement pour accompagner socialement et les entreprises, enfin les salariés, et accompagner économiquement les entreprises. Après, il peut y avoir des mesures de ce type-là, mais vous savez, la question qui est posée sur la question écologique, c'est d'abord, est-ce qu'on fait le virage, la rupture en termes de modèle de développement, avec un modèle de développement qui est trop énergivore d'une part et qui est aussi mauvais pour l'environnement. On viendra en reparler ensemble quand on aura des précisions. Et un mot de l'hôpital, situation très tendue pour cet été notamment. Question précise, réponse brève. Est-ce qu'il faut réquisitionner ? Ça ne peut pas être la seule solution, madame. Mais est-ce qu'il va falloir passer par là pour pouvoir... Mais le moins possible. Mais ça fait des mois, des années qu'on dit qu'il n'y a pas assez de monde, qu'il faut une autre organisation du travail. Il faut d'abord regarder comment on peut organiser, écouter un peu plus les agents dans l'organisation du travail, y compris pour cet été. Mais oui, je vais vous le dire, je suis très, très inquiet sur la situation de l'hôpital pour cet été. Merci, Laurent Berger, d'avoir poussé ce cri d'alarme, entre autres, d'avoir été notre invité ce matin sur LCI. Bonne journée à vous. Quel est le temps de ce